Sébastien, je suis hyper contente d'être avec toi aujourd'hui pour partager autour de ton parcours. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter peut-être Accélérimo? Ouais, salut Laure. Donc, moi, je suis Sébastien Tedesco, j'ai 36 ans et je suis marié, j'ai deux petits garçons, j'habite à Nice. Et je dis toujours un pur produit de l'immobilier depuis 2006. J'ai toujours fait que ça à la sortie des études. J'étais agent immobilier dans une petite agence indépendante niçoise. Et puis ensuite, j'ai évolué dans cette structure qui s'est beaucoup développée. Et lorsque je l'ai quittée, fin 2016, début 2017, je manageais 6 agences immobilières et une vingtaine de commerciaux en transaction. Et puis, de manière un petit peu empirique et un peu par hasard, je pense, comme beaucoup de projets entrepreneuriaux, j'ai démarré une activité de formation. Et donc, depuis, on va dire, 3 grosses années, on accompagne les dirigeants d'agences immobilières, les conseillers immobiliers à mieux performer dans leur activité avec une vision de cette profession qui vise à voilà, lui redonner ses lettres de noblesse et peut-être rapprocher un jour les particuliers des agents immobiliers et améliorer l'image de cette profession. Super projet. Ça fait 9 mois qu'on travaille ensemble, Sébastien. Je vais te demander un petit exercice difficile, si tu te souviens, parce que ça va tellement vite l'entrepreneuriat. Si tu te souviens où tu en étais il y a 9 mois et finalement pourquoi tu m'as contacté, pourquoi tu as voulu commencer à Ouais. travailler ensemble. Ouais, quand on a commencé à travailler ensemble, je me souviens que je vivais une année très particulière. Et je crois que je n'étais pas le seul à vivre une année particulière cette année-là. Ouais. Pour les gens qui nous écouteront dans le futur, peut-être, c'était une année de confinement notamment. Et en fait, j'ai eu la chance, avec une activité fortement digitalisée depuis toujours, d'avoir connu un peu une forme d'hypercroissance qui était déjà largement entamée avant ce mouvement-là. Mais c'est vrai qu'on a plutôt fait partie de ceux que le confinement a poussé dans le dos. Et donc, on s'est retrouvé quelques mois après avec des paradoxes, c'est-à-dire à la fois une activité en hyper-croissance, une structure qui du coup se développe derrière puisqu'il a fallu recruter, et structurer l'entreprise, etc. pour accueillir cette croissance. Et du coup aussi des paradoxes liés à des tensions de trésorerie, une entreprise qui à la fois connaissait la croissance mais qui en même temps connaissait une perte de vitesse en termes de rentabilité. Donc, voilà, et j'étais un peu dans cette espèce de flou mais en fait, est-ce que l'entreprise, elle va très, très bien, un peu bien, juste bien? Et donc, je pense que c'était nécessaire de se faire accompagner à ce moment-là pour gagner en clarté et nous permettre d'envisager la suite de la meilleure des manières. C'est vrai que tu vivais tous les risques ou toute la vie de quelqu'un qui était en hypercroissance et souvent on voit que le chiffre d'affaires qui augmente, mais en fait toi en le vivant tu t'es rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'implications financières derrière sur, que tu dis, la rentabilité, la trésorerie, parce que les coûts augmentent, les investissements augmentent, donc il n'y a pas que le chiffre d'affaires qui augmente. Non. Donc c'est vrai que c'est important de le dire parce que je crois que tout le monde ne s'en rend pas compte avant de rentrer dans cette phase, tout le monde ne s'en rend pas compte, donc c'est super important. Toi, donc, en 9 mois, est-ce que tu arrives à identifier des étapes? Parce que tu avais besoin de clarté, tu avais besoin de prise de recul. Est-ce que tu arrives à identifier des étapes dans le travail qu'on a fait ensemble qui t'ont peut-être amené de la avancée vers cette hypercroissance? Ouais, je pense qu'il y a une première phase qui était très importante pour moi, qui a été de la même manière qu'on a structuré différents pans de l'activité, le marketing, la vente, etc., c'était aussi de structurer la partie financière, qui vraiment n'avait pas été le cas jusqu'à présent. Donc, de se doter déjà d'outils de pilotage de l'entreprise, parce que finalement, jusque-là, même si on était vigilant sur ce qu'on faisait, on n'avait pas forcément d'outils qui permettaient de savoir à un instant T où on en était en matière de chiffre d'affaires, en matière de rentabilité, en matière de structure de coûts, etc. Donc, c'était vraiment important, et c'est le premier travail qu'on a fait ensemble, de se doter de ces outils-là pour gagner en clarté. Et Ouais. ça, je pense que ça nous a amené pendant les premières semaines de travail, ça m'a permis de gagner en clarté sur le passé et du coup de gagner aussi en clarté sur ce qui allait venir dans les mois qui allaient suivre. Ouais. Effectivement, on a fait un travail sur le passé, sur le présent, où tu en étais, et puis sur le futur, sur où tu voulais aller, quoi. Ouais, c'était là où tu m'as beaucoup aidé, c'est sur cette idée que l'entreprise passe nécessairement par différentes phases dans sa vie et que cette structuration qui s'est faite à marche forcée pour nous, encore une fois en termes d'outils, en termes de personnel notamment,
nous mettait finalement, là où je voyais une forme de vulnérabilité, nous mettait peut-être en position de force pour accueillir la croissance future. Mais c'est dur d'être dans cette lucidité sur le fait que là où on pense avoir alourdi la structure, en réalité, on prépare simplement l'entreprise à accueillir son prochain flux de croissance, quoi. Ouais. Et c'est rigolo parce que ce que je me rends compte, c'est les entrepreneurs ont tendance en hypercroissance, à travailler beaucoup sur leur structure marketing, comme tu dis, leur structure pour délivrer le meilleur service aux clients. Et peut-être que la structure financière, c'est un peu le truc qui vient après. Donc, pour les entrepreneurs qui sont dans ton cas, en hypercroissance, est-ce que tu auras un petit message à leur faire passer sur ce travail qui est souvent angoissant? Alors, ça n'a pas été ton cas, hein, mais c'est ce que je vois souvent, ou alors quelque chose qui est rébarbatif pour les entrepreneurs. Est-ce que tu aurais un message sur finalement ce que ça t'a apporté toi pour continuer à piloter ton activité et à construire ta vision? Clairement, c'est de la sérénité. En fait, même si c'est le genre de choses qu'on a envie parfois de mettre sous le tapis, parce qu'il y a des fois, on est comme tout le monde, on a envie de se voiler la face sur certains sujets et de ne pas voir la vérité en face. En réalité, ce travail, il apporte beaucoup de sérénité, quel que soit le résultat qui advient de ce travail, en fait. C'est-à-dire que même si à l'issue de ce travail, on se rend compte qu'on a fait des conneries ou qu'au contraire, tout va bien et qu'on peut continuer de croître, dans les deux cas, finalement, ça donne de la clarté, donc de la sérénité. Et je sais que c'est l'actif le plus précieux d'un entrepreneur. Moi, je le vois bien, les moments où je suis les plus stressé, si on peut le dire comme ça, même si c'est peut-être pas le bon mot, c'est juste les moments où je manque de clarté. C'est jamais la situation en fait qui est stressante en soi, parce que je pense que quand on entreprend, on est OK avec l'inconfort de moments qui vont bien et des moments qui vont moins bien. Mais par contre, moi en tout cas, ce qui me met dans des situations d'inconfort, c'est l'absence de clarté. Et il ne faut vraiment pas sous-estimer ce travail-là parce qu'il est fondamental pour gagner en clarté et on n'est pas à l'abri d'avoir de bonnes surprises. Et notamment, tu m'as beaucoup rassuré sur le fait que j'avais peut-être une vision plus pessimiste finalement de notre croissance future, là où toi, tu m'as aidé à voir le fait qu'au contraire, on avait énormément d'actifs sur lesquels on pouvait s'appuyer pour continuer de croître. Ouais, les chiffres ne sont pas là pour juger, quoi. Et ça, c'est hyper important. En fait, ils sont surtout là pour dire, bon, peut-être qu'il faut appuyer là, il faut faire plutôt dans ce sens-là, mais il n'y a jamais de jugement parce qu'ils sont plutôt là pour montrer le chemin. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager. Donc, j'espère que ça a marché, mais ils sont vraiment là, pas là pour juger. Donc, super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie de partager aujourd'hui sur cette expérience, sur ce travail de réconciliation? Ce n'était pas vraiment le cas. Toi, tu étais vraiment déjà OK, finalement, avec tes chiffres. Tu avais juste envie d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux Oui, je n'avais pas volontairement fui le sujet, mais c'était le moment de s'y poser pour l'entreprise et c'était le moment de franchir ce cap-là. Tu étais à l'aise déjà avec les chiffres, tu avais juste besoin d'aller un petit peu plus loin. Ouais. En fait, je sais qu'il y a un des sujets sur lequel l'accompagnement m'a beaucoup aidé aussi, c'est aussi dans le fait d'avoir une meilleure compréhension de nos offres. Donc, nous, dans notre cas à nous, ce sont des offres d'accompagnement. Et en fait, tu parlais tout à l'heure de cette volonté pour beaucoup d'entrepreneurs de vouloir apporter un maximum de valeur et de choses à leurs clients. Et parfois, on manque de lucidité sur la rentabilité en fait, de ces offres et de ces programmes. Et je sais que ça m'a beaucoup aidé de me dire à chaque fois qu'on devait soit évaluer une offre existante ou imaginer une évolution de ces offres, de se poser systématiquement sur OK, mais du coup, est-ce qu'elle est rentable? Est-ce qu'elle est toujours rentable? À quel niveau est-ce qu'elle est rentable? Est-ce qu'elle permet de supporter du coup la croissance future parce qu'elle génère de la rentabilité sur lesquelles on va pouvoir, qui va nous permettre d'investir dans le futur? Donc, je sais que moi, c'est un travail qui nous a beaucoup aidé pour aller identifier là où on pouvait pousser plus ou moins le curseur. Et dans ces offres, une des prises de conscience que j'ai eues, c'est que la valeur, quand on veut rajouter de la valeur dans un programme, ce n'est pas forcément rajouter des coûts supplémentaires dans ces offres, en fait. Et on est capable d'imaginer des choses qui apportent beaucoup de valeur supplémentaire à nos clients sans que ça vienne gréver la profitabilité du programme en question. Ouais. C'est vraiment une question d'équilibre entre ce que tu offres et ce que ton équipe, toi et l'ensemble de l'entreprise récupère. Super. Merci beaucoup Sébastien, merci d'avoir partagé avec plaisir. tout ça et puis à très bientôt. Ciao Laura, à bientôt.